31. Allez, bonjour à toutes et à tous. Filiconie 73 et les suivantes. Aujourd'hui, je vais en faire un certain nombre. Je vais en faire 4. Et je vais essayer de vous... Enfin, les deux premières, je vous expliquerai pourquoi j'essaie de les mettre en place. Alors, elles sont toutes liées à un espace et à un temps circonscrit. Elles sont toutes liées à la question de problématiques de l'expressionnisme durant la Renaissance florentine. Je vais essayer de montrer qu'un certain nombre de choses, comment ça se passe, notamment pour la construction des figures et pour la construction des espaces. La première filiconie pour aujourd'hui, je voudrais la faire sur cet objet qui est une scène qui a été réalisée pour le Cenacolo di San Marco, donc pour la grande salle, le réfectoire du couvent Saint-Marc à Florence, et qui a été réalisée en 1486 par Domenico Ghirlandaio. Alors, j'ai un certain nombre de choses à dire, et la question, c'est ce qui m'importe, c'est de vous montrer celle-ci pour vous en montrer une seconde après, une seconde scène, et vous montrer un certain nombre d'enjeux et de différences qui se passent à l'intérieur d'une iconographie et qui permettent à la fois de comprendre un certain nombre d'enjeux sur la question de la formalisation de ce qu'on appelle la Renaissance, puisque ça c'est 1486, donc on est vraiment au cœur de la première grande Renaissance, alors que la deuxième scène que je vais vous montrer date de 1526 et elle indique effectivement la fin de la Renaissance et un certain nombre de modalités qui vont passer à autre chose. Donc cette scène, elle a été réalisée par Ghirlandaio. Ghirlandaio est né en 1448 et il est mort de la peste à Florence en 1494. Ghirlandaio est un des artistes les plus importants, en tout cas de la scène florentine, et un des plus importants pour comprendre ce qu'est la question de la Renaissance. En tout cas à partir de deux choses qui sont essentielles à la compréhension de Ghirlandaio, qui est la question d'une maîtrise d'un certain nombre de concepts clés dans la question de la Renaissance, notamment la question de la perspective et la question de l'équilibre, de la maîtrise de l'équilibre, dont on reparlera dans cette pièce. Et l'autre chose, alors qu'on voit moins dans cette pièce, mais qui va être essentielle, et notamment pour tout le travail d'Aby Warburg, qui est de saisir à l'intérieur des pièces de Ghirlandaio ce que Warburg appellera la nympha fiorentina, c'est-à-dire des figures en mouvement qu'on peut retrouver à d'autres endroits, d'autres fresques importantes de Ghirlandaio. Et donc ce mouvement, il est extrêmement important puisque c'est toute une question qui mettra en place à l'intérieur de la Grande Renaissance cette question de la dynamique cinématographique dans la peinture et à l'intérieur de ce cadre qui est un cadre donc très strict qui est posé par la perspective et qui donc permet d'énoncer une scène, permet de faire entrer quelque chose d'un espace du vivant à l'intérieur de cet objet. Donc ça c'est la première chose, même si là c'est un peu moins visible parce que la scène est assez statique, donc je vous expliquerai pourquoi elle est statique. Et après la question c'est de comprendre comment tout ça fonctionne avec l'ensemble des éléments qui tiennent l'ensemble de cet objet. Cet objet fait 4 mètres de long sur 8 mètres 10, enfin 4 mètres de haut, pardon, sur 8 mètres 10 de long. Et elle est parfaitement visible encore aujourd'hui, donc au couvent Saint-Marc à Florence. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter dans cet objet? Qu'est-ce qu'il faut arriver à comprendre pour que les choses puissent se faire? Alors, première chose qui est donc absolument qui est liée à la question de Ghirlandaio, qui est liée à la question de la Renaissance, qui est une structure extrêmement précise, que là on peut voir ici de manière assez radicale, une structure extrêmement précise avec une symétrie absolument parfaite, le centre est absolument parfait, et l'ensemble des lignes de point de fuite convergent tous en un point qui est ici au centre du tableau sur l'auréole du Christ. Donc on est sur une structure d'une stabilité absolue, d'une symétrie et d'une perfection absolue, à l'intérieur duquel va se passer un certain nombre de choses dont je vais parler immédiatement après. Et cette structure extrêmement rigoureuse, évidemment, elle fusionne dans le travail de Ghirlandaio, elle fusionne avec l'architecture du lieu et avec les voûtes du lieu, ce qui sera le même cas pour la deuxième scène. Comment ça fonctionne à l'intérieur? Maintenant, c'est ça, il faut rentrer à l'intérieur de l'ensemble des éléments qui structurent la scène, puisque vous verrez la différence, elle est fondatrice. Chez Ghirlandaio, on est sur une scène qui est structurée sur une tenue symbolique, alors que dans la scène que je vous montrerai derrière, c'est l'inverse. On sera sur une scène qui sera conceptuelle et dépourvue de teneur symbolique. Et on verra la différence entre les deux, on verra comment ça se structure. Premier élément qu'il faut remarquer dans cet objet, c'est la présence des oiseaux
qui est essentiel dans la compréhension. Vous avez 3 types d'oiseaux, alors deux couples d'oiseaux qui sont probablement des canards dans le ciel, qui renvoient à la vision de la cyclicité des saisons et la cyclicité du monde. Donc il se fabrique une sorte de cercle qui est ici. Les étourneaux sur la question de la dévotion et le pan figure de l'éternité. Donc on a cette représentation qui est un premier fond de dimension symbolique qui permet de comprendre le tableau. Ensuite de ça, il y a un fond qui est lié à la question des arbres. Donc vous avez 3 types d'arbres. Vous avez les cyprès qui symbolisent la mort, les orangers qui symbolisent le paradis, et ici les palmiers qui symbolisent le martyr. Et cette nécessité de prendre en charge les péchés, de prendre en charge la douleur et d'assumer la question du martyr dans une transfiguration. Et donc qui est lié ici. Ensuite, vous avez les fleurs qui sont liées aux 2 vases qui sont sur les côtés, qui sont remplis, rien de très original, à la fois de la rose, des roses qui signifient la question de la pureté et de l'amour, et la question des lys qui signifie la question de la pureté et de la virginité. Sur la table, alors je peux malheureusement pas zoomer très fortement parce que l'image était de mauvaise qualité. Mais sur la table, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments qui sont assez précis. Vous allez retrouver les abricots qui signifient le péché et la luxure, les cerises qui renvoient à la question de la couleur du sang et la question de ce dernier sacrifice opéré dans la scène. Et ensuite, vous avez le pain et le fromage qui sont dissimulés à certains endroits. Les apôtres ont un certain couteau. Ici, Pierre a un couteau dans la main. Et donc, on est au moment d'une phase qui est très particulière dans la représentation de la scène, telle que c'est écrit chez Jean. On est au moment où le Christ vient d'annoncer, c'est pour ça que Jean est effondré, le Christ vient d'annoncer qu'il sera trahi. La personne qui est en face du Christ, c'est évidemment Judas, qui est ici. J'en reparlerai après. Je redonnerai quelques éléments de symbolisation de la question de Judas. Donc la table est assez chargée, elle est assez étonnante. Elle tient avec un certain nombre d'éléments qui ont une valeur symbolique assez forte. Et un ensemble, il y a 3 coupes et il y a un ensemble de carafes. Alors les carafes, il faut le regarder avec précision. Mon image n'est pas assez précise, mais quand on regarde avec précision, il y a tout un travail technique sur le reflet des mains et le reflet des personnages sur les carafes et le reflet des objets qui sont posés sur la table. Donc il y a évidemment une démonstration extrêmement technique chez Ghirlandaio. L'autre chose qu'il faut remarquer, c'est la présence extrêmement forte de cette structure intégrée dans l'architecture qui est donc le texte. Le texte dit en latin, je vous le traduis directement, inutile que je vous le dise en latin. Le texte dit « Je vous prépare le royaume comme mon Père l'a préparé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. » On le voit à la fin, in regno meo. Donc voilà, donc c'est écrit, donc qui est le texte, hein, donc c'est écrit au-dessus, c'est écrit de manière extrêmement forte. 2 autres commentaires sur la question de la structure de l'objet. Il faut remarquer sur la table ce qu'on appelle une toile de Pérouge, de la ville de Perugia, qui est une toile extrêmement riche et extrêmement chère, donc qui indique aussi à la fois la richesse du couvent et à la fois un signe extérieur de richesse, en tout cas un signe qui indique une position sociale dans cette question de cette immense toile, de cette immense nappe qui est brodée. Et puis, la présence, évidemment, assez forte et assez étrange, enfin pas assez étrange d'ailleurs, parce que c'est encore usuel à ce moment-là, la présence de Judas, qui est au premier plan. Judas qui est assis sur un tabouret, donc séparé du reste des apôtres et en même temps présent à cet endroit. Judas qui doit techniquement avoir la main sur la poitrine au moment où est annoncé qu'il trahira, et donc lui, évidemment, n'y croit pas. Et vous avez ce moment donc de tension entre les deux. Vous remarquerez que Judas n'a pas d'auréole, l'auréole est tombée, et vous remarquerez aussi 2 choses, la présence à côté de Judas du chat, qui est le seul vivant qui vous regarde directement, donc qui s'adresse directement à vous. Le chat qui, dans la tradition médiévale et encore dans la tradition du XVe siècle, le chat qui est toujours la représentation de la visée ou de l'espace tragique ou négatif de l'être, donc est à la fois cette chose, et alors qui est dans un moment qui est très statique, mais qui est très présent dans la manière avec laquelle il regarde et qu'il indique que quelque chose va devenir une tragédie.
Et l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est de considérer qu'évidemment, Judas qui est en plein centre, sans auréole, Judas est très fortement marqué par un travail de couleur, puisque Judas est jaune, et que le jaune est, dans la tradition médiévale, le jaune est une couleur de l'instabilité, et une couleur de la transition, on va dire, donc qui est effectivement le passage de ce Judas apôtre, hein, Judas traître, et donc qui est très marqué, puisque c'est vraiment la position centrale au milieu du tableau. Et le reste, tout se pose. On est sur une scène qui est très calme, donc ça veut dire que l'annonce de la trahison a été faite. On est donc sur quelque chose qui est très peu expressionniste du côté des personnages, mais qui va renforcer. On est encore dans une première période, première phase, 1486 de la Renaissance. On est sur quelque chose de très stable sur la manière avec laquelle on va structurer, ce n'est donc peu dramatique. Donc ça veut dire que les spectateurs, puisque c'est dans un couvent, donc au départ les spectateurs sont exclusivement les moines qui appartiennent à cet espace, donc ceux qui regardent cet objet sont dans quelque chose, sont dans cet espace qui est un espace de la contemplation symbolique de ce qu'est la communion. On n'est donc pas dans un rapport d'une représentation tragique ou dramatique d'un moment. On est dans la représentation d'un moment qui est au contraire de la contemplation, et la contemplation pour en comprendre la teneur symbolique. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre. On est après la trahison, et donc Ghirlandaio va construire un moment très stable et très hiératique. Donc on a à l'inverse, par exemple, de quelques années après, Vinci fera la scène qui est à Milan, où là, c'est beaucoup plus chaotique. Vinci réintégrera Judas à l'intérieur du truc et pas à l'extérieur, puisque c'est la table blanche qui va venir. Et on est dans un truc qui est beaucoup plus dramatique, puisque Vinci fera une scène qui est à l'inverse de celle-ci, qui est au contraire une dimension qui est beaucoup moins symbolique et beaucoup plus dramatique. Ce que vous regardez chez Vinci, c'est du théâtre, c'est un élément dramatique, alors ce que vous regardez ici, c'est exclusivement un espace de la contemplation et un espace de la lecture symbolique de ce qu'est la communion. Alors vous le verrez, c'est important parce que dans l'autre, il y a une disparition de ces objets. Là, on a des objets qui sont très présents. On a la coupe, on a le vin. À l'intérieur, c'est extrêmement beau parce que les verres sont marqués par le vin. Il y a des verres qui sont quasiment vides. Et donc, il y a juste la trace du vin au fond du verre. C'est des gobelets qui sont... C'est très beau. Techniquement, c'est un objet qui est assez saisissant et qui est un objet qui est très profondément contemplatif à partir des éléments symboliques.